Rebonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. De nouvelles formes de voyage sont en train de revisiter et voire de ressusciter d'ailleurs la magie du voyage hors des sentiers battus, plus respectueux de la nature et des hommes, privilégiant la rencontre avec les habitants et laissant une large place à l'inattendu. Alors comment le territoire peut-il s'adapter à ce nouveau tourisme? Jusqu'à quel point doit-on suggérer, organiser, structurer les voyages afin de générer des expériences marquantes sur le territoire? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Olivia Budd. Vous êtes conseillère au développement européen de Vaolo, on va y revenir, une plateforme collaborative pour voyageurs soucieux de leur impact. Chez Vaolo, vous travaillez notamment à promouvoir un tourisme plus conscient et durable qui replace l'humain au cœur du voyage. On en reparlera, je le disais. À votre gauche, Christina Boixière, vous êtes une voyageuse solo. Pour vous, le voyage en solo, c'est la découverte de soi, mais aussi un moyen d'émancipation. Vous fondez en 2019 la start-up La Voyageuse, une communauté d'entraide pour sécuriser les voyages solo. À votre gauche, Alexandre Guilta, vous êtes chef de publicité et du développement commercial du magazine Carnet d'aventure, un magazine qui valorise l'itinérance et qui invite à découvrir d'autres façons d'explorer le monde sans moyens motorisés. Vous êtes vous-même un adepte de l'escalade, du VTT et du bivouac. On reparlera de ces expériences. En face de moi, Evelyne Maître, vous êtes consultante tourisme, culture et formation, experte en management de projets de développement. Vous accompagnez les territoires avec une méthodologie basée sur la compréhension des valeurs humaines et de l'identité des communautés qui les composent. Et puis enfin, figure emblématique du design en France, président de l'APCI Promotion du Design. Vous êtes le créateur de CY École du Design au sein de CY Cergy Paris Université, première école publique de design créée dans une université qui a accueilli d'ailleurs ses premiers étudiants en septembre 2021. Dominique Siama, vous nous faites le plaisir d'être avec nous. Bonjour. Alors Olivia Budd, on va commencer avec vous, mais on va d'abord regarder quelques images de Vaolo et puis je reviens ensuite vers vous. On regarde ensemble. C'est drôle parce que des fois, j'ai l'impression que quand on voyage vraiment loin, on a cette ouverture-là. Puis quand on voyage chez nous, on prend pas le temps de se dire « faut que je sois ouvert ». C'est fou ce qu'ils ont à t'apporter, ce qu'ils ont à t'apprendre. C'est vraiment de se mettre dans le mode ouverture d'esprit qui change la donne, je pense. Pour moi, recevoir, c'est échanger. C'est un échange. Bien, on vient s'installer ici à l'accueil. On mange un bon repas, on discute, on jase, on chauffe le poêle. C'est ça. Recevoir, c'est ça. Ça permet aux gens même d'échanger, ça les fait réfléchir, à l'essentiel. T'es plein d'énergie quand tu repars de là. C'est certain, j'en doute pas. Parce que c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, que les gens, finalement, soient bien. Comme nous, on l'est finalement dans cette belle forêt. Puis là, il dit, il se passe rien. Moi, j'étais comme un oiseau en cage. Quand ils ont fait le coup de feu, ben, on ferme. Et Chris. Le Québec, on était riche, puis on est encore riche. Mais comment qu'on va gérer nos ressources? Il va falloir qu'ils priorisent l'éducation de nos jeunes à l'environnement, d'où vient la nourriture. Il y a du travail à faire. Moi, je pense que l'éducation, c'est la clé. Vraiment, je pensais que je connaissais ces gens-là, mais au final, j'ai l'impression que mon éducation est toute à refaire à ce sujet-là. Il dit, moi, j'ai tout ça, mais j'ai rien. Parce que j'ai oublié jamais, là, tout ça vous est prêté. Quand j'avais 12 ans, je rêvais d'un endroit de même. Quand j'étais dans le pensionnat, je rêvais à ça. Si on veut, les rêves se réalisent. Ça devient notre chemin sans état. La spiritualité autochtone, là, c'est pas
pas une religion. C'est une façon d'être. Entendez-vous le vent? Bienvenue! Ces savoirs-là, c'est pour le transmettre à d'autres, c'est pour le partager. Puis peu importe la communauté, puis peu importe finalement l'individu, il y a toujours finalement un cœur, puis dans les veines finalement que c'est le même sang qui coule. Ça me fait chaud au cœur de dire ça. Mais vous le faites bien, la transmission, en tout cas. Déjà là, Merci. Bon, Olivia, beaucoup d'émotions qui transpirent hein, de ces images, de ces personnages. On a évidemment là un petit aperçu de ce que fait Vaolo. Vaolo, c'est une plateforme collaborative, c'est bien ça? C'est ça, mais pas que. C'est une plateforme collaborative de réservation d'hébergement qui ont été certifiés par des explorateurs, comme ceux que vous venez de découvrir dans cette petite bande-annonce. Ce sont ceux qui, sont ni plus ni moins des gens comme vous et comme moi qui souhaitent allier, on va dire, l'agréable, le voyage, la découverte de l'autre, mais aussi de d'autres endroits, avec l'utile. Certifier des hébergements leur permettent d'être commercialisés, d'être mis en avant, non pas seulement pour leur commerce, mais aussi pour leurs valeurs, leurs engagements, parce que être sur Vaolo, c'est aussi recevoir le label Vaolo. Et ces explorateurs sont nos premiers voyageurs qui vont rencontrer et raconter les hébergeurs pour les mettre en avant. Et là, dans cette série Empreintes que vous venez de découvrir, on suit nos explorateurs, là, pour le coup, québécois, qui redécouvrent le Québec et qui racontent ces hébergeurs qui, eux, ont choisi de faire leur vie l'art de recevoir, qui ont choisi d'accueillir des gens chez eux, de leur faire découvrir leur vie, leur territoire et leur cœur. Et c'est ce qu'on souhaite mettre en avant. Oui, alors on a pu lire, Olivia, d'ailleurs, dans le film, des phrases incrustées, hein, inspirer le changement par la rencontre et l'aventure, découvrir des hôtes inspirants, au fond, la magie du voyage. Olivia, est-ce que c'est peut-être pas forcément la destination quand on regarde ce film, mais c'est surtout l'expérience et la rencontre avec l'autre, c'est ça ? Oui, mais pas que. Il y a la rencontre. C'est quelque chose qu'on souhaite vraiment mettre de l'avant. C'est de rencontrer une personne. On ne va pas juste dans un hébergement pour passer sur un territoire. On y va pour rencontrer l'hébergeur, pour apprendre de sa vie, apprendre de son engagement et de ce qu'il a créé sur place. Mais la destination est importante et surtout dans cette série-ci, Empreintes, parce qu'en fait, on a eu nos explorateurs québécois qui ont été formés au Québec, ont suivi une académie pour vraiment découvrir leur territoire et en fait, on les a envoyés dans leur propre territoire. On souhaite que nos explorateurs, avant d'aller ailleurs, de rencontrer l'autre d'un autre pays, de redécouvrir leur territoire. Et c'est ce qu'on leur demande même aux nouveaux explorateurs aujourd'hui, durant les différentes académies qu'on peut organiser. Et là, on le voit avec Delphine, par exemple, qui est extrêmement touchée, extrêmement émue de découvrir sa région. Elle nous dit, je ne pensais même pas qu'il y avait ceci qui existait dans ma propre région. Elle a redécouvert le Saguenay et c'est ce qu'on souhaite leur montrer, qu'il y a aussi des richesses près de chez eux, pas loin, et qu'on n'est pas obligé de parcourir des kilomètres et des kilomètres pour être dépaysé et pour rencontrer la personne qui changera notre vie. Olivia, vous êtes vous-même une voyageuse hein, et une exploratrice Vaolo. J'aimerais que vous nous racontiez votre magie des voyages. Et dans cette magie des voyages, quelle place a tenu l'imprévu, l'inattendu dans vos expériences ?
Eh bien, d'abord, sans surprise, je dirais que la grande magie de mes voyages, ça a été la rencontre de l'autre. Mais pour vraiment créer cette magie-là, il faut permettre l'opportunité d'exister. Il faut être ouvert aux opportunités. Sans cette petite ouverture, toutes ces rencontres n'auraient pas lieu. Et l'imprévu peut être cette ouverture aux opportunités. Mais tout d'abord, pour parler de vraiment cette magie de la rencontre qui, pour moi, est très chère, je vais vous parler d'une expérience qui était en France, donc vraiment pour prendre quelque chose de local. Donc, ce n'est pas en Bretagne, mais c'était à Nice, où je suis allée à la rencontre d'un hébergement pour Vaolo. Donc, l'hébergement s'appelle le Jardin de Saquier, tenu par Anne et par Pierre. Et je savais que j'allais rencontrer quelqu'un sur place. Je savais qu'il y avait une rencontre de prévue. Elle n'était pas totalement inattendue, mais c'est tous les événements qui ont découlé de cette rencontre, qui a créé cette rencontre qui finalement était quand même inattendue parce que j'ai découvert l'hébergement à travers les yeux de Pierre et de Anne, à travers leurs rêves de création, de créer des lieux où on a l'impression d'être comme dans Narnia, c'est vraiment vrai, et aussi de découvrir leur quotidien, parce que par exemple, une opportunité qui m'a été proposée sur place a été de participer au marché le dimanche matin avec eux, donc venir sur le marché, les aider au stand, et en fait, grâce à ce petit oui, à être d'accord pour aller au marché avec eux, j'ai pu redécouvrir tout Nice, parce que Pierre a pris de son temps pour me faire découvrir le dédale des rues, me faire découvrir un petit restaurateur qui, justement, fait découvrir l'huile d'olive aux touristes et aux habitants, donc découvrir l'histoire de ce restaurateur-là, redécouvrir Nice à travers les yeux d'un local, parce que Pierre est niçois, et en fait de tomber en amour avec cette ville, avec un amour que je n'aurais jamais pu avoir si j'avais juste eu mon regard de touriste. Et donc ces rencontres-là nous permettent aussi de nous approprier un territoire et d'être encore plus proche de celui-ci. Et pour la question par rapport à l'imprévu, tout dépend de notre relation à l'imprévu. Tout dépend si on l'accepte, parce que quand il y a un imprévu, malheureusement, il existe, on ne peut pas le changer, il est présent, on doit l'accepter, essayer d'en tirer profit, de tirer le plus de positivité qu'on peut de cet événement. Et cet imprévu-là permet de créer des rencontres inattendues. Donc là, je vais prendre un exemple beaucoup plus loin, en Nouvelle-Zélande pour le coup, qui a été l'un de mes premiers voyages. Et je dirais toujours que c'est le voyage qui m'a réveillée. Et je suis née une seconde fois grâce à ce voyage-ci en solo. Et en fait, j'étais sur la route avec des compagnons de voyage, nous étions 5, et il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, on ne peut pas se garer n'importe où pour dormir. Il y a des terrains qui sont vraiment spécifiques pour les nuitées si on veut dormir dans sa voiture, en tente ou dans un van, et sinon c'est un $200 d'amende si on dort dans la rue dans sa voiture par exemple. Et donc nous étions en train de nous déplacer en voiture pour rejoindre l'un de ces terrains-là, et notre voiture tombe à panne. Donc dans un quartier résidentiel, en pleine banlieue, à 8 km du terrain où nous devions aller. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On a un coffre sur le toit, plein de nos affaires, très facile d'ouvrir, donc on risque de tout perdre. On ne peut pas y marcher jusqu'au terrain où on devait aller, parce que c'est à 8 km, il va faire nuit dans 1 heure. Et en fait, on a à peine eu le temps de stresser que quelqu'un est venu frapper à notre fenêtre et nous a demandé ce qu'il se passait. Et donc on a rencontré Paul et Sharon qui au début voulaient nous aider, appeler leur beau-frère pour demander des conseils pour réparer la voiture. Et finalement ils sont revenus avec leur grand van pour prendre toutes nos affaires et on a séjourné dans leur jardin parce qu'on avait des tentes. Et on a découvert cette famille ici, on a passé du temps très qualitatif avec eux, on a pu découvrir Whangarei, donc cette ville où on était à travers leurs yeux, en plus c'était la période de Noël, donc ils nous ont fait un grand tour de la ville avec les décorations de Noël, nous expliquer l'histoire de celle-ci, et on a passé un 2 jours qui était incroyable, et de base on retournait à Auckland et jamais on les aurait rencontrés sans cette petite imprévue. Et on aurait pu être stressé et refuser leur aide ou être très fermé. En fait, on a été ouvert d'esprit, on a saisi l'opportunité et ça a été une des plus belles rencontres de ce voyage. Oui, déjà quelques mots-clés importants dans votre témoignage. La magie du voyage, c'est la rencontre, très clairement, en tout cas pour vous. La magie du voyage, ça peut être la proximité. Puisque vous nous parliez de votre expérience à Nice. Et puis, sur l'imprévu, je retiens une chose, cet imprévu qui vous a permis de renaître une deuxième fois. Donc, une renaissance grâce à l'imprévu, ça aussi, on retient ça. Christina Boixière, on va parler avec vous, puisque Olivia nous parlait déjà d'un voyage en solo. Alors, vous êtes une adepte du voyage en solo, vous faites que ça, c'est votre activité, le voyage en solo. C'est évidemment un voyage d'un genre particulier. Comment vous avez commencé à voyager en solo et pourquoi finalement ?
Oui, c'est vrai que je suis taïwanaise à la base, donc pour vous donner un petit contexte, à l'époque, quand j'ai parti seule, j'avais que 17 ans, et à l'époque, Taïwan, c'était encore une société très stricte, patriarcale, et c'est vrai que j'ai toujours grandi dans un environnement très protecteur, où mes parents m'ont toujours dit, t'es une fille, t'es faible, donc on n'est pas capable de plein de choses, et du coup, à 17 ans, c'est là, j'ai eu déclenché, j'avais vraiment une très fort besoin de partir seule, justement parce que je sais que voilà, c'est mon choix de faire ça, de prouver justement que j'en suis capable. Du coup, j'ai dit à mes parents que j'allais aller à Taipei, la capitale de Taïwan, alors qu'en réalité, j'allais en Thaïlande. Voilà. Et ils n'ont pas très contents après, mais en même temps, ils ont réalisé, en fait, oui, le monde, c'est oxygène, en fait, c'est important d'arrêter de dire aux filles, on n'est pas capable, du coup, je me prouvais que non seulement je suis capable, en plus, ce premier voyage en solo, pour moi, c'était un voyage initiatique. Oui. Et franchement, je me retournée à Taïwan, sentie plus confiante en moi, plus forte et épanouie. Et depuis, j'ai continué, j'ai vraiment tombé amoureuse de ces façons de voyager. Et chaque fois, je me rends compte que ce voyage en solo, pour moi et pour la plupart des femmes, c'est pas juste un voyage de tourisme, c'est pas pour visiter des lieux, mais c'est vraiment surtout un voyage intérieur. Oui, ça c'est intéressant. Donc le voyage comme instrument d'émancipation et instrument d'initiation intérieure. Ça c'est un premier mot-clé. Votre truc, Christina, très clairement, hein, puisque je connais un peu votre histoire, c'est le voyage route. Hein, c'est le voyage au plus près de la population locale. Pour vous, la magie des voyages, très clairement, ça passe par les rencontres avec les habitants, avec vos hébergeurs, hein, ça aussi, et ça passe, on l'imagine, ces voyages en solo par de l'inattendu, forcément. Oui, pour moi, c'est ça que je cherche chaque fois quand je parle seule. C'est pas vraiment la destination qui compte. Je vais surtout regarder si je trouve des contacts que je connais à droite, gauche. Et je cherche vraiment d'aller vers les gens, aller faire les rencontres. Parce que pour moi, c'est ça finalement, parce que finalement qui rend le voyage magique, c'est que c'est complètement inattendu. C'est comme Olivia a dit tout à l'heure, en fait, c'est pas complètement inattendu, mais c'est vrai qu'on sait qu'il y a un voyage prévu, on sait qu'on va rencontrer ces personnes, mais on ne sait jamais comment ça va se passer en réalité. On sait qu'il y a une dame de confiance qui m'accueille, mais je ne sais pas qui elle est en fait en réalité. Et donc je suis prête à aller vers de ces rencontres, à aller découvrir son univers, son environnement à travers sa maison, à travers sa petite ville ou son petit village, et vraiment de redécouvrir ou découvrir cet endroit à travers elle. Et pour moi, c'est vraiment c'est la cœur de tourisme, c'est de rencontres humaines, c'est de créer ce lien humain. Pour moi, on ne peut pas enlever ce mot humain de tourisme, parce que pour moi, il n'y a pas de sens après. Et c'est vrai que toutes ces rencontres, finalement, ça m'aide à construire qui je suis aujourd'hui. Et je vous donne un exemple. Je pense que le magie de l'inattendu, par rapport à ça, c'est vrai que j'ai aussi testé le voyage en groupe, hein, et moi je préfère vraiment le fait que voilà, j'arrive sur place, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Donc quand j'allais en Norvège, dans le cercle polaire par exemple, c'était un voyage solo aussi. J'ai rentré dans un resto, j'ai vu une dame, en fait finalement c'est une blogueuse, et j'allais vers elle, j'ai posé des questions pour voir si elle connaît des coins sympathiques, et finalement elle m'a invitée de se loger chez elle. Et le soir même, vraiment, c'était complètement une grande surprise. Et elle m'a dit, en fait, ce soir, si tu es prête, je vais te montrer un petit coin caché, un coin vraiment super, tu vas le voir. Et c'est là, le soir même, j'ai découvert pour la première fois les aurores boréales, le plus magnifique de toute ma vie, et c'était complètement inattendu. Et je me suis dit, même si jamais j'ai parté en groupe avec des autres copines, j'aurais jamais allé vers cette blogueuse, et j'aurais jamais créé réalisé mon rêve qui est vraiment un rêve depuis que j'étais petite. Oui, alors Christina, malgré tout, en voyage, on a quand même très souvent, on est en tout cas
très souvent confrontés à la barrière de la langue. S'ajoute aussi la difficulté à nouer une vraie relation sur un temps quand même très court. N'est-on pas au fond quand même dans l'illusion de la rencontre, alors que la rencontre avec les habitants sera forcément toujours un peu brève et un peu éphémère? Oui, complètement, tout à fait. C'est vrai qu'on dit souvent quand on rencontre des gens, on va se recroiser un jour, on va se revoir, mais très rarement ça se passe comme ça. Mais pour moi, c'est pas grave en soi, en fait. L'idée, c'est pas de créer des amitiés. En fait, l'idée, c'est de rencontrer ces personnes, de partager un moment ensemble. Des fois, ça peut être un petit repas, et des fois, ça peut vraiment juste passer une nuit, on est regardé un film, peu importe. L'idée, c'est vraiment avoir ce moment posé. Et ce moment vraiment magique. Et en plus, je pense que quand je reviens faire le pari linguistique, en fait, je pense que tout le monde est capable de se débrouiller pour se communiquer, finalement. Parce que dans mon voyage, j'ai parcouru dans une trentaine de pays, j'ai rarement eu de problèmes de communication. Je pense même que, pour vous donner un exemple, quand j'allais au Japon, c'est sûr que je ne parle pas du tout japonais. J'étais accueillie une famille japonaise très traditionnelle. Et on a beaucoup, on a du mal à se communiquer, mais en même temps, on a trouvé un moyen, c'est à travers le regard, à travers un sourire, à travers des gestes corporels. Et finalement, je lui ai proposé de danser et chanter ensemble. Et je me rends compte qu'en fait, ce moment non-verbal, ces moments sans parole, finalement, c'est un moment des fois plus fort que le moment qu'on passait en dialogue, en discutant ensemble, franchement. Et ça fait vraiment, cette rencontre, ça fait le plus belle rencontre de tous mes voyages, finalement. Oui, comme quoi, même avec la barrière de la langue, on y arrive. Alexandre Guilta, je le disais en introduction, vous travaillez pour le magazine Carnet d'Aventure. Alors, j'ai un magazine avec moi, c'est un super magazine, d'ailleurs. Moi, je l'ai découvert parce que je ne l'avais jamais lu, pour être tout à fait franc. Et voilà qui est fait. Et je ne le regrette pas, je peux vous le dire. Alors vous annoncez la couleur quand on ouvre votre magazine avec la ligne éditoriale qui est tout de suite décrite, sans moteur, en bivouac, participatif, les récits sont écrits par les voyageurs eux-mêmes, respect de l'environnement évidemment, c'est en tout cas la ligne éditoriale que vous revendiquez avec comme trait d'union l'itinérance, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. La ligne éditoriale, c'est l'itinérance sans moyens motorisés avec bivouac et dans la nature. Donc la singularité, c'est que donc ça fait 18 ans que le magazine existe. Les récits que l'on publie sont écrits en partie par la petite équipe du magazine qui aime ce genre d'activité. C'est pour ça qu'on a créé ce magazine il y a 18 ans. Et en grande partie par les lecteurs, par les voyageurs eux-mêmes. Alors ça va d'un couple, un couple avec des enfants, un groupe de copains, quelqu'un tout seul, une voyageuse solo. Ça va de 2 jours derrière la maison dans le jardin à moins de 60 km à 7 ans autour du monde à vélo en famille. Alors ça peut être, on est plus dans ça va du petit week-end, de la petite parenthèse, au choix de vie un petit peu différent. Donc entre les deux, je vous laisse imaginer, ça peut être à pied, à vélo, kayak, à cheval, des itinérances en parapente. Et vraiment avec cette notion de bivouac. Donc là, il n'y a pas la notion d'hébergement. Donc la rencontre, on s'extrait parfois aussi un petit peu, et c'est aussi un choix ou un besoin de s'extraire un petit peu justement aussi d'un quotidien et de lâcher un petit peu prise. Et j'ai bien aimé est-ce que quand les rencontres sont éphémères, est-ce que c'est pas un souci? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste un moment. C'est 10 minutes à la petite épicerie. On va faire notre ravitaillement. C'est une soirée. Et j'aime bien cette notion de c'est pas grave. Voilà. Donc il y a cette envie sans être des ours sauvages. Cette envie de s'extraire un petit peu, d'être dans la nature.
avec bivouac, donc on essaye d'être le plus discret possible et souvent un petit peu éloigné, vraiment être en immersion, c'est ça le plaisir que l'on a, mais la rencontre, elle est inévitable. Je parlais de ravitaillement, on est régulièrement, on va à la rencontre d'eux, on va croiser d'autres voyageuses, voyageurs, et ça peut être très éphémère et parfois très impactant. La rencontre est inévitable, Alexandre, et puis en même temps, quand on lit les récits des voyageurs, on comprend aussi que ce qui fait la magie du voyage, c'est quand même pas forcément la rencontre, dans votre cas, c'est aussi beaucoup la contemplation de la nature dans ce qu'elle a de plus majestueux, et même à proximité, vous le disiez, ça peut être derrière chez soi. À titre personnel, c'est plus ça, moi, c'est des parenthèses, des petites bulles d'air, d'aller s'extraire d'un rythme, comme je disais, de lâcher prise un petit peu, de vider un petit peu l'esprit de tout ce qui fait notre quotidien. Et dans la nature, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est quand on a la chance de la voir à côté de chez soi, ou parfois d'aller un petit peu plus loin pour découvrir. À titre perso, c'est pareil. L'aérien, je l'utilise non pas, on va dire. C'est pas une interdiction absolue, mais en tout cas, c'est vraiment, ce sera avec parcimonie. C'est pas quelque chose qui est au cœur de la ligne éditoriale. On l'interdit pas absolument, mais dans nos choix éditoriaux, on essaye de privilégier la mobilité douce et les transports terrestres, voire maritimes. Mais voilà, en tout cas, on a un terrain de jeu, par exemple, en France, qui est juste formidable, et que ce soit pour 2 jours, 15 jours ou plus, il y a vraiment possibilité d'aller un petit peu s'extraire. Et voilà, c'est peut-être plus cette recherche-là, un petit peu de changer le rythme. Oui, changer le rythme. Ça, c'est important. Et relâcher. On a des appareils électroniques, ils ont des tâches de fond. Voilà. Déconnexion. Et c'est pareil, que le cerveau, il n'ait plus de tâches de fond, qu'il soit juste dans l'instant. Alexandre, quelle place tient l'imprévu dans ces récits d'itinérance et dans les expériences que vous avez d'ailleurs vous-même vécues? Est-ce que c'est ça qui peut rendre l'itinérance encore plus magique ou pas? Imprévu, c'est peut-être justement ça en fait qu'on va chercher. Quand je dis on lâche un petit peu, on lâche prise, on oublie un petit peu. Il n'y a pas le cerveau qui est en ébullition en train de penser à il faut que. Et donc c'est il y a une. On a une idée un petit peu de l'itinéraire, du trajet, mais ensuite les aléas météo, toutes sortes d'aléas, une rencontre, ou un voyageur, une voyageuse qu'on rencontre qui nous dit tiens, si sur cet itinéraire-là tu bifurques un petit peu à droite, tu vas avoir un point de vue incroyable, ou au contraire tu vas éviter une section qui va être juste dantesque avec le vent en pleine face sur ton vélo, ça va être désagréable. Il y a une idée générale, et ensuite on va dire il y a un créneau de temps. Et on l'utilise pour être dehors. Et puis, il se dessine parfois au fur et à mesure. Alors, il arrive, l'été dernier, mes collègues sont partis sur la Transverdon à VTT. Il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Il n'y a pas eu d'aléa particulier. Au contraire, c'était juste formidable. Donc là, ça s'est déroulé absolument normalement. Et nombre de fois où... comme je disais, la météo, un accident ou des choses comme ça, où j'ai même des exemples de récits qu'on a publiés dans le magazine. Un voyageur qui part en solo, il a préparé son voyage pendant 1 an et demi parce qu'il partait pendant 2 ou 3 ans, je ne sais plus trop. Et la tuile, au bout de 2 mois, il rencontre une femme. C'est la femme de sa vie. La tuile. La tuile. Voilà, donc le voyage. Il y en a qui la cherchent toute leur vie. Lui, il tente dessus, mais pas au moment où c'était prévu, et du coup le voyage s'arrête. Et puis on fait un autre voyage, et qui s'est soldé du coup par ce couple qui est devenu un trio, et puis ils sont repartis quelques années après.
plus ou moins sur ce dessin-là d'itinéraire à 3. Voilà, le voyage, 1 an et demi à penser, je vais partir, je vais voyager, je vais découvrir. Et puis en fait, tout est remis à plat. L'imprévu change une vie. Et à contrario, un couple qui est pareil, un récit qu'on avait publié dans un numéro quand le voyage ne se passe pas comme prévu, justement. Un couple qui avait déjà voyagé à vélo ensemble et puis qui prévoit un tour d'Europe, je crois. Et puis, il y avait des frictions dans le couple et le couple n'a pas résisté. Bon, le voyage s'est dessiné sur deux voyages solo qui se sont faits malgré tout et qui ont été partagés. Donc, pas de... Elle exprimait une sensation d'échec au moment de prendre la décision et tout. Et finalement, non, ça a été propice à un autre voyage, à d'autres rencontres, à d'autres itinéraires. Dominique Siama, ces 3 témoignages qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que ça dit de l'évolution des moteurs de l'expérience touristique? Est-ce que ça dit quelque chose? Ça dit énormément de choses. Moi, j'ai adoré vos témoignages parce que ça apporte de l'eau au moulin, à mon moulin, parce que vous savez, moi, je mouline tout le temps, je dis toujours la même chose. C'est celui de la conception de tout ça. C'est-à-dire que, parce que ce que vous nous avez décrit, c'est à la fois des expériences personnelles, mais à la fin, c'est des offres. C'est-à-dire qu'il y a une offre. Donc, on s'adresse à un marché. On n'est pas, donc ça veut dire que la problématique, c'est de savoir comment on crée l'offre de l'expérience personnelle. Et donc on rentre dans des modèles économiques, on rentre dans des modèles, je dirais, alors que j'hésite à dire industriels, mais ça relève de ça, en tout cas dans la mesure où on veut gagner de l'argent avec, c'est en tout cas subsister, à défaut d'en gagner beaucoup. Et donc, on rentre dans des paradigmes qui sont les paradigmes de l'économie, en fait, tout simplement. Et là se pose la question de comment on conçoit ça. Je pense que c'est ça qui est important. C'est au-delà, je dirais, de l'intensité de l'expérience vécue, comment on va proposer une offre qui va permettre aux autres de vivre cette même intensité, cette même expérience-là. Et donc se pose la question de la méthode, c'est-à-dire comment on conçoit ça, puis après comment on délivre ça, évidemment. Dans le hall là, de la nef, il y a plein de kakémonos, d'offres imaginées par le T-Hub. Voilà. Et qui sont d'autres illustrations de cette capacité à créer de l'inattendu, en tout cas pour ceux qui le vivent, pas pour ceux qui l'ont conçu, parce que ceux qui l'ont conçu savent très très bien ce que les autres vont vivre, en tout cas la structure de la proposition. Et donc c'est une démarche qui a été appliquée par le T-Hub, qui est une démarche de design, encore une fois, c'est-à-dire comment à partir d'un matériau qui est un matériau très très humain, c'est-à-dire toutes vos expériences décrites là jusqu'à la création de couple ou des ruptures, n'est-ce pas, qui sont des expériences fondamentalement humaines, comment on en fait un matériau à partir desquels on peut produire des offres qui sont destinées à des gens qu'on ne connaît pas et à qui on va promettre non pas de vivre la même chose, c'est-à-dire que non, vous n'allez pas divorcer si vous faites le voyage, d'accord, vous n'allez peut-être pas rencontrer la femme de votre vie, mais vous allez vivre quelque chose d'inattendu. Voilà, d'inattendu pour vous, mais pas forcément inattendu pour nous. Parce que nous, on sait les mystères qu'on va vous dévoiler. Voilà, la blogueuse dont vous parliez, elle savait que vous alliez voir une aurore boréale, pas vous. Voilà. Et donc pour vous, ça a été une expérience épiphanique. Et puis pour elle, elle était je l'ai bien eu, je savais bien qu'elle... Donc elle sait. Il n'y a pas d'inattendu pour elle, il y a de l'inattendu pour vous. Et donc il y a la méthode. Et cette méthode-là, elle est déterminante parce qu'il s'agit à la fois de rester en ligne avec les valeurs qui sont intenses, que vous avez toutes décrites, tous décrits. C'est-à-dire, on est dans l'humain, on est dans le lien. Et comment on ne trahit pas ça à partir du moment où on le transforme en offre. C'est-à-dire comment on ne se transforme pas en Disneyland, quoi. Voilà. Où il y a de l'inattendu aussi, il y a de l'inattendu. Comment on fait ça? Eh bien, la méthode, que moi j'appelle la méthode du design, c'est-à-dire celle du dessin, c'est-à-dire qu'on reste toujours en ligne avec le système de valeurs. Comment on est créatif, comment on est cohérent, comment on est connecté au territoire, comment on est connecté à tous les protagonistes, parce qu'il y a aussi ça quand même, le respect des protagonistes, et la vidéo montrait ça, c'est-à-dire qu'on est dans le respect à la fois des gens, du territoire. Tout ça, ça implique une nouvelle méthode. Et cette méthode, encore une fois, je suis désolé, je me répète tout le temps, ça s'appelle le design. Et donc, allez-y. Dernier point, et je voudrais justement parler de cette dimension économique. D'accord ? Là, pour le coup, je vais m'appuyer sur un slide, je suis désolé. Allez-y, Dominique. Voilà. Je vais vous parler d'un modèle qui a été créé par deux économistes qui s'appellent Pine et Gilmore,
qui sont américains, qui travaillent à Harvard, et qui ont essayé de montrer comment l'économie, au cours des siècles, est passée d'une économie agraire à une économie de l'expérience. Et l'économie de l'expérience étant l'économie ultime. D'accord ? Et ils ont donc vous avez l'économie de la matière première, c'est grosso modo le café, ça s'extrait, et on vend quoi ? Des grains de café, et l'économie, elle est basée sur l'économie de la matière première. Et puis on est passé à l'économie du produit, c'est-à-dire l'économie industrielle. L'économie industrielle, sur quoi elle crée de la valeur ? Sur les produits. Et donc, c'est la transformation de la matière première dans des produits, et les produits sont eux-mêmes générateurs de valeur. Puis on est passé à l'industrie du service, c'est-à-dire que là, on devient dans une économie qui est immatérielle, et donc, effectivement, chaque économie englobe l'autre, subsume l'autre, il n'y a pas de service sans produit, il n'y a pas de produit sans matière première. Et la dernière économie, l'économie ultime, c'est celle de l'expérience. Voilà. Et quand vous regardez le tourisme, d'une certaine manière, il se balade sur les quatre, là. Il se balade absolument sur les quatre. Et on pourrait dire, l'économie ultime du tourisme, c'est celle de l'expérience. Tout ce que vous avez décrit relève de l'expérience. Sauf que Disneyland Paris aussi. C'est aussi une économie de l'expérience. Donc on n'est pas certain, avec l'économie de l'expérience, qu'on est au stade ultime de l'économie. C'est-à-dire, est-ce que l'économie de l'expérience, c'est pas l'expression la plus sublime, parce que la plus enivrante, la plus drogante du capitalisme. C'est-à-dire qu'en fait, le capitalisme a trouvé le plus beau des ressorts, qui est celui de travailler sur nos sensations. Et quand vous regardez les caractéristiques de l'économie, donc vous voyez l'économie, la fonction, la nature de l'offre, les méthodes de distribution, la typologie des acteurs, la typologie du bénéficiaire, la typologie des attentes, vous voyez comment ça évolue. Et je vais juste comparer les deux dernières. Voilà, l'économie des services, c'est on délivre des services. L'économie de l'expérience, on les met en scène. C'est intangible pour les services, c'est mémorable et transformant pour l'expérience. C'est à la demande pour les services, c'est révélé pour l'expérience. On est vraiment dans l'inattendu. Voilà, tadam, le rideau qui s'ouvre. Le fournisseur de services, le metteur en scène. C'est une question de mise en scène. Tout ce que vous avez décrit, là typiquement, c'est de la mise en scène, au sens le plus beau du terme. Et les utilisateurs, c'est des utilisateurs pour les services, c'est des invités pour l'industrie de l'expérience, et puis pour l'économie de l'expérience. Et on cherche des bénéfices par les services et on cherche des sensations. C'est quoi ? Mais comme c'est vrai aussi pour Disneyland Paris ou Nespresso, c'est un Nespresso, on est là-dedans, dans l'économie de l'expérience, et on vous vend du café au prix de la cocaïne, et vous ne saviez pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça marche. Comment on se reconnecte aux valeurs que vous avez décrites, toutes ? On passe à une autre économie, qui est l'économie ultime. Et vous allez voir, là, pour le coup, il n'y a plus d'échappatoire possible. C'est-à-dire Disneyland Paris ne peut plus s'inscrire là-dedans. C'est l'économie de l'existence. C'est-à-dire qu'on est passé de l'expérience à l'existence. Et quand vous regardez ça, vous regardez tout d'un coup les caractéristiques, c'est quoi alors je n'arrive pas à le lire d'ici, donc je vais le lire là. Voilà. C'est quoi la fonction ? La fonction, c'est de relier. Vous avez parlé de lien, tous, vous avez parlé de lien. La nature de l'offre, elle est sociale. C'est le rapport à l'autre, toujours. Et je pourrais l'étendre au vivant, d'une certaine manière, parce que c'est aussi le lien avec le vivant. La méthode de distribution, elle n'est pas révélée, elle est co-créée. C'est-à-dire que tout d'un coup, toutes les parties prenantes sont impliquées. C'est impossible d'imaginer cette offre si elle n'est pas conçue avec ceux qui vont la vivre, ou qui vont la regarder, ou qui vont y participer. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire avec cette économie-là, c'est qu'au lieu de la typologie des acteurs, la typologie des bénéficiaires, c'est la même. C'est-à-dire que, je parlais d'hôtes hier, voilà, c'est les hôtes. C'est-à-dire que celui qui crée, c'est l'hôte, celui qui en bénéficie, c'est l'autre. Alors moi j'ai mis citoyen, mais ça revient au même. Et le bénéfice, la typologie des attentes, c'est quoi ? C'est du sens. Et donc voilà, cette économie de l'existence, c'est celle qui englobe absolument tout ce que vous aviez décrit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échappatoire possible. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être dans la sincérité, dans l'authenticité, à partir du moment où on rentre dans cette économie-là. Evelyne Maître, ces trois témoignages-là qu'on vient d'entendre, est-ce qu'ils sont en train, selon vous en tout cas, de dessiner les contours d'un nouveau tourisme ? Comme peut le suggérer Dominique Siama. Alors, plusieurs choses par rapport à ça. J'avais déjà beaucoup de questions dans la tête, mais alors là, j'en ai encore plus. Je m'en pose beaucoup plus. J'ai certainement pas des réponses. Par rapport à tout ce que vous avez dit, parmi les questions que je me pose, c'est que je pense que le tourisme est à la fois... OK, il y a une recherche de l'autre. Il y a surtout une recherche de soi. Et finalement, la rencontre avec l'autre, c'est plus une conséquence qu'une recherche à la base,
Et je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement, je vais voyager pour rechercher quelque chose me concernant. Et c'est le principe propre du voyage. Donc, par rapport à la question, déjà, c'est de dire, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou est-ce que c'est quelque chose d'ancien? Si je vais dans l'idée du voyage à la base, c'est quelque chose d'ancien. Parce que le voyage à la base, c'est la lenteur, c'est la compréhension de soi, c'est initiatique, c'est pour grandir, c'est pour... Donc, je pense que là, on n'est pas forcément sur quelque chose de fondamentalement nouveau. Là où ça nous pose un problème, et là, je me mets dans le cadre de, soi-disant, l'experte qui va travailler avec des territoires qui parlent de l'expérience et qui disent, comme vous l'avez dit, il faut construire, en fait, parce qu'il faut construire une offre. Et là, je me dis, mais finalement, il ne faut peut-être pas la construire, cette offre. Il faut surtout pas de construire d'offre, parce qu'à partir du moment où on construit une expérience, c'est plus une expérience, c'est un produit. Et c'est toute la difficulté qu'on a, notamment quand on travaille en office de tourisme, quand on travaille avec les territoires, parce qu'on nous parle depuis des années de cette histoire d'expérience, comment on peut la construire. Effectivement, on peut travailler sur le modèle en fait design et autres. Mais est-ce qu'il faut vraiment construire ça? Moi, je me pose plein de questions par rapport à tout ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je suis avec ces questions et je me dis finalement, en tant que visiteuse, je ne vais pas dire en tant que voyageuse encore mais en tant que visiteuse de différents territoires, finalement, qu'est-ce qui est important pour moi? Là où va être la meilleure des expériences? Est-ce que c'est de me retrouver, admettons, dans la Drôme et d'un seul coup être dans un champ de lavande et faire marcher tous mes sens par rapport à ce champ de lavande? Ou est-ce que c'est d'aller à Grasse où on va me proposer un atelier avec un nez qui va m'expliquer le sens ce qu'est le parfum? C'est deux types d'expériences, mais c'est un petit peu ce que vous disiez. D'un côté, c'est Disney, de l'autre côté, c'est autre chose, quelque chose que j'ai fabriqué moi-même. Donc moi, ma question par rapport à ça, une question que j'ai par rapport à ça, c'est plutôt que de vouloir construire des expériences, est-ce que c'est pas finalement un problème d'éducation? Parce que ce que vous dites là, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui sont en capacité de... Pour moi, c'est une problématique de capacité de... D'un côté, du côté de la personne qui voyage, c'est être en capacité de se mettre en danger. Très clairement, hein. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Enfin, franchement, la majeure partie des touristes, ils se mettent pas du tout en danger et ils recherchent que quelque chose qui va les rassurer. Donc, et quand on est dans les territoires, on essaie de rassurer. On avait parlé quand on discutait de la notion d'errance. Moi, pendant des années, je me suis battue contre l'errance en disant, mais c'est pas possible, on est dans un territoire, on erre, il faut structurer tout ça. Puis finalement, 20 ans après, je me dis, mais finalement, l'errance, c'est peut-être ce qu'il faut, ce qu'il faut laisser. Donc, c'est une capacité à accepter ça, du côté des voyageurs. Et puis du côté des accueillants, des autres, puisqu'en fait, on utilise effectivement le même mot pour les deux. C'est une capacité à vouloir transmettre quelque chose, à vouloir, dans votre vidéo, c'est clairement ça, quoi. D'ailleurs, elle le dit. Mais tout le monde ne l'a pas. Parce que pour pouvoir transmettre, déjà, il faut être fier. Et il faut avoir conscience de ce qu'on a. D'ailleurs, à un moment donné, il y a un monsieur qui le dit en disant « j'avais rien, mais en fait, j'ai tout ». Mais ça, c'est un vrai travail à faire sur soi. Et moi, j'ai passé 4 ans dans la Caraïbe anglophone. Je peux vous dire qu'à coup de « vous êtes rien », à la fin, tout le monde le croit, quoi, hein. On n'est rien, on n'a rien, on nous a laminé notre culture. Donc, avant que ces mêmes peuples, alors qu'ils ont une culture qui est juste fabuleuse, les peuples premiers, ils ont une magnifique culture, mais ils ne sont pas dans l'idée de vouloir partager, parce qu'on leur a dit que ça valait rien. Donc le premier travail, c'est un problème d'éducation. Et voilà, je voulais arriver à ça. Je pense que c'est plutôt qu'un problème de construction d'expérience, peut-être qu'il y aurait tout un travail à faire en éducation pour rendre les gens voyageurs et autres, ou autres tout simplement, d'un côté ou de l'autre. Voilà. Dominique Siama, on voit de plus en plus d'émissions télé censées créer des expériences fortes, hein, comme Pékin Express ou Koh-Lanta, qui laissent d'ailleurs la place, hein, à la désorientation, à la perte de repères, à l'inattendu. Jusqu'à quel point un territoire peut-il justement suggérer, organiser, structurer les voyages pour créer une expérience marquante et qui laisse la place à l'inattendu? C'est pas simple, ça. C'est pas simple, mais c'est une injonction contradictoire, c'est ce que vous disiez. Hein. C'est-à-dire qu'il faut faire une chose et son contraire. Oui, c'est ça. Voilà. Alors,
Moi, la réponse à ça, c'est probablement de sortir du paradigme industriel, c'est-à-dire que ne pas considérer ça comme une industrie. Voilà. Parce que l'industrie, elle est construite sur le modèle de la ligne d'assemblage, c'est-à-dire qu'elle est totalement déterministe. C'est-à-dire que l'industrie, elle est déterministe. Il y a des parcours, il y a des étapes, on fait ci, on fait ça, absolument tout est formaté. Comment on sort de l'industrie ? Et moi, je pense que la seule manière de sortir de l'industrie, c'est de laisser de la place, alors à la fois à l'initiative, d'une certaine manière, toutes les démonstrations ont été faites, à l'initiative personnelle, dans un cadre qui est parfaitement structuré. C'est-à-dire que favoriser l'errance, pour favoriser l'errance, peut-être, vous n'allez pas mettre de signalétique du tout, donc forcément, vous allez chercher, vous allez être perdu, un peu comme un Européen à Tokyo, aucun point de repère, vous ne savez pas où vous êtes. Ou au contraire, on va vous créer une signalétique qui va vous permettre d'aller où vous voulez, et non pas là où on vous dit d'aller. Donc, c'est deux choses, c'est la même réponse, hein, c'est deux réponses différentes à la même question. C'est-à-dire comment on favorise l'errance ? Aucune signalétique, toutes les signalétiques possibles, c'est-à-dire en fait, mais c'est vous qui choisissez. Donc je pense que, oui, vous avez raison, l'éducation c'est important, mais à la fin, ça reste une économie, parce qu'il y a des gens qui en vivent quand même de ça. Et ils n'en vivent pas par hasard. C'est pas, tiens, je suis passé devant une ferme, il y a un fermier qui était sympa, il m'a offert ses œufs, il était très content de me les offrir, d'habitude il les vend pas. Ben non, il les vend, c'est sûr, d'accord. Et je parle d'eux, mais ça pourrait être d'autres choses. Comment on s'assure que cette industrie, plutôt que cette économie, fonctionne ? Parce que justement, on quitte le modèle industriel. Eh bien, on est dans ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut à la fois la concevoir, la co-concevoir, c'est-à-dire que c'est toutes les parties prenantes qui vont être impliquées. C'est-à-dire que c'est pas simplement les travailleurs du tourisme, les fournisseurs du tourisme, un mot qu'il va falloir bannir, hein, tourisme, mais c'est toute la population. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes, mais ça implique quoi ? Ça implique des problématiques politiques. C'est-à-dire que du coup, il faut impliquer tous ces gens-là dans la conception, mais aussi dans la délivrance de ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire manager un territoire où tout le monde est susceptible d'être un acteur de l'expérience touristique ? Probablement, c'est un territoire qui est managé différemment, qui est piloté différemment, à qui on demande aux gens leur avis, très très souvent. Les conventions citoyennes, par exemple. Hein, voilà. Donc les impacts, pour moi, ils sont politiques. C'est-à-dire qu'en fait, impossible d'imaginer le tourisme, je mets des guillemets maintenant, du futur, sans imaginer la gouvernance du futur. C'est-à-dire que la gouvernance du territoire, pour moi, il faut la changer pour qu'on puisse imaginer changer la manière dont ce territoire va être un lieu de jouissance. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ça. J'entends ce que vous dites, mais un petit peu comme la question qu'on s'est posée tout à l'heure avec la précédente table ronde où on a été amené à un moment donné à parler de tourisme durable. Moi, je me dis que finalement, je reste sur le mot d'économie, je reste malgré tout sur les mots d'économie, et je me dis finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler pour inscrire en fait le tourisme dans l'économie de la connaissance ? Et dire, le tourisme, c'est un moyen justement de gagner en connaissance, de monter en connaissance de l'un des autres, et d'intégrer en fait cette économie de la connaissance où tout le monde s'enrichit. C'est-à-dire que je donne, m'enrichis, tu me donnes, j'enrichis. Et ça ne veut pas dire qu'on s'éloigne de quelque chose d'économique. Mais ça sous-entend qu'il y a une vraie maturité touristique, qu'il y a une vraie maturité. Et le questionnement que j'ai toujours par rapport à ça, je ne sais pas si ça peut se faire partout, quoi. Et si tous les territoires peuvent être là-dedans. Voilà. C'est très intéressant ce que vous dites, mais je vous propose d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que c'est de passer à l'économie de l'intelligence. Ou peut-être, voilà. Pourquoi ? Parce que le mot intelligence, il a deux sens. C'est-à-dire celui de l'intelligence, voilà, cette capacité cognitive, mais c'est aussi l'intelligence, c'est vivre en intelligence. C'est-à-dire vivre en lien avec les autres, d'accord ? C'est en bonne intelligence. Bon. Et l'économie de la connaissance, elle peut être livresque, hein, d'accord ? Et donc, comment on sort du livresque pour aller dans le lien ? L'intelligence, le mot intelligence, il a cette vertu-là, c'est à la fois de nous parler de ce qui relève du savoir, mais aussi du lien, interligué, relié. Evelyne, nos trois voyageurs ont parlé de rencontre, de la magie du voyage à travers la rencontre. Est-ce qu'un territoire peut favoriser la rencontre entre ses visiteurs et ses habitants ? Est-ce que c'est possible, ça ? En fait, ça, c'est ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Moi, ça dépend en fait de la capacité à accepter l'autre. Hein. C'est au-delà même des structures. Ça s'appelle l'hospitalité. Et tous les territoires ne sont pas hospitaliers. Il y a beaucoup de territoires touristiques
touristiques, ils ne sont pas hospitaliers. Et voilà, ils font commerce, effectivement, du tourisme, mais ils ne sont pas hospitaliers. Et les cultures en fait, dont vous parlez sont des cultures qui sont fondamentalement hospitalières, sans échange d'argent, quoi. Donc on va à la rencontre des autres, ça fait partie de sa propre culture. On vient sur l'identité dont on parlait aussi tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement? Moi, c'est une grande question. Je prends le cas de la France. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire passer, si on prend le cas effectivement de la France, pour faire passer la France d'un territoire touristique à un territoire hospitalier? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je pense qu'il y a un chantier de beaucoup d'années. Donc, pour moi, c'est une réponse. Voilà. Beaucoup d'années, oui. Nos voyageurs, qu'est-ce que vous pensez justement de cette idée d'organisation? Vous-même, finalement, vous avez organisé d'une certaine façon vos voyages, puisque, Christina, vous avez initié un site, une plateforme qui permet justement de mettre en relation les voyageuses solo avec leurs hébergeuses. C'est une façon de dire, attention, il faut quand même que pour ce type de voyage, il faut un minimum d'organisation parce qu'il peut y avoir un danger, on peut imaginer les voyageuses confrontées au danger d'une mauvaise rencontre. Hein. Ça peut exister, vous avez peut-être été confronté vous-même d'ailleurs à ça. Complètement, c'est vrai qu'on n'est pas comme de Booking parce que justement tous nos hébergeurs sont des bénévolats, donc on est vraiment une plateforme de mise en relation, c'est-à-dire vraiment c'est les voyageuses qui prennent l'initiative de les contacter. Donc il y a une organisation avant, mais en même temps, ce qui est bien, c'est qu'elle crée déjà le lien avec ces territoires à travers tous ces dialogues avec ces hébergeuses, même avant d'arriver sur place. Et le lien est déjà créé. Et du coup, ça donne une autre dimension de voyage. Parce que et c'est inattendu, bien sûr, mais en même temps, et c'est que, voilà, c'est génial, madame va les accueillir, et c'est que, voilà, elle va découvrir son petit coin et tout, et c'est ça qui est génial, parce qu'elle va avoir hâte de son voyage. Et en plus, quand on part de voyage en solo, parce qu'on voit beaucoup de femmes qui hésitent de partir seule. Et cette idée d'avoir une personne de confiance qui l'attend sur place, ça le motive justement, de trancher ses pas, de sortir de zone de confort. Et c'est pour ça on a plus 71% des femmes qui n'ont jamais osé avancer plafond. Et dans cette organisation, ça lui permet de vraiment minimiser ses peurs. Oui, ça motive et ça sécurise, hein, très clairement. Olivia, même chose, hein, il y a besoin malgré tout d'un minimum d'organisation. Votre plateforme aide quand même à organiser ce type de voyage, même si, encore une fois, vous le dites, ça laisse la place à l'imprévu, ça laisse la place à toute chose que vous n'aviez pas forcément en tête. Un minimum d'organisation est obligatoire avec votre plateforme. En fait, juste pour rejoindre Christina, Vaolo, c'est un outil. Parce que très souvent, les gens, quand ils vont vouloir réserver un hébergement, ils vont se tourner vers Booking ou Airbnb. Et en fait, ils choisissent le logement par rapport à la destination, par rapport à un prix, peut-être à la qualité de l'hébergement. Et là, ce que nous, on souhaite mettre en avant, c'est la qualité de la rencontre qui est derrière. Certes, il y a une organisation, puisqu'il y a une réservation d'un établissement touristique, d'une réservation d'un hébergement ou même d'un prestataire d'activité. Mais ce qu'on veut mettre en avant, c'est qu'il y a une rencontre derrière. Il peut y avoir l'inattendu, dans tout voyage, il y a l'inattendu, mais il y a une rencontre. Et c'est grâce à nos explorateurs qu'on peut mettre ça de l'avant et pour prouver aux voyageurs que oui, on peut voyager de manière responsable, on peut voyager et rencontrer des gens, mais il faut utiliser le bon outil. Et c'est ce qu'on essaie de mettre de l'avant, c'est ce qu'on essaie de proposer aux voyageurs pour qu'ils puissent apprendre à voyager de manière plus responsable, mais aussi conscientisée. Donc il y a la rencontre, mais aussi l'impact de son voyage derrière. Dominique, Evelyne, un petit mot de conclusion. Il nous reste, 1 minute 30. Un petit mot de conclusion ou pas sur ce que vous venez d'entendre? Ou Alexandre? Pour revenir sur la préparation, comme je disais, nous, les aléas, finalement, on a une parenthèse temporelle. On va partir, alors on sait si on va partir à vélo, en kayak ou à pied, par exemple. Les aléas, ça va être la météo. On prévoit tout ce qu'il faut pour parer à ça, donc il n'y a pas vraiment d'aléas. Et donc au-delà des outils, le magazine va être plus
un moteur, va donner l'envie. Ouais, les récits ne sont pas faits pour dire c'est ça l'itinéraire. À tel embranchement, tu prends à droite, ensuite à gauche, et là il y a une montée. C'est d'essayer de balayer un petit peu les freins que tout le monde peut avoir. L'audience, elle est extrêmement large, hommes, femmes, de, on va dire, 25-30 ans à 70 ans passés, et c'est d'essayer de lever les freins. On a tous des freins. Moi, je ne pars pas... On parle de grandes itinérances ou de partir une semaine comme ça, le plus simplement, à vélo, une paire de sacoches, de quoi dormir. Nous, on ne part pas parce qu'on a des enfants en bas âge. Moi, je ne pars pas parce que je suis une femme solo. Moi, je ne pars pas parce que je suis trop âgée et j'ai besoin de plus de confort. Et au travers des récits, on ne va pas expliquer comment lever ces freins-là, mais en partageant toutes ces expériences, finalement, petit à petit, le nombre de témoignages qu'on reçoit toutes les semaines, à force de lire, c'est bon, là, j'ai acheté mes sacoches pour le vélo que j'avais pour aller au boulot, et puis je mets un sac de couchage dedans, et puis je pars 4 jours, là, au mois de mai, je profite des fériés pour partir. Et c'est de susciter l'envie, et puis de lever un petit peu les freins qu'on a tous pour aller vivre ces expériences, qu'elles soient de 2 jours ou beaucoup plus longues sur des tranches de vie. Et ensuite, des outils, on en trouvera, mais au départ, il faut juste se dire, ouais, c'est le truc le plus simple. Et puis, je reviens un petit peu sur l'économie, ça m'évoquait. Il y a besoin de faire économie de tout, et tant qu'il n'y a pas un modèle économique derrière, on ne le fait pas. Acheter un hamac, nous, très souvent, quand on est en kayak notamment, on dort dans des hamacs, très simplement. Un hamac, ça coûte 30 €. Personne n'aura idée d'aller dans un magasin, acheter un hamac, aller se mettre dans la forêt, se balader, ou sur la côte, poser son hamac et passer une nuit là. Demain, si une agence se met à acheter des stocks de hamacs, à faire un petit village de hamacs, à vendre la nuit à X €, il y aura du monde à le faire. Et on a loupé un truc. J'ai envie de le faire, mais j'ai pas eu idée. Et donc, ça sera une expérience. Comment ? Ça sera plus une expérience. Pour moi, non. Pour moi, non, mais il y a plein de gens qui auront peut-être en famille, en couple, vivre cette expérience-là, et ils passeront un très très bon moment, mais l'idée ne serait pas venue. Alors c'est pour ça qu'il y a des blogs, des magazines, il y a toutes sortes de supports qui, au-delà de donner les clés, doivent donner l'envie, tout simplement, et de se dire, là on parle des choses les plus simples, aller se balader dehors, et ça ne demande pas forcément une grande organisation. Olivia, Christina, Alexandre, on va vous souhaiter bon voyage en tout cas pour la suite. Un grand merci à tous nos intervenants. L'heure tourne malheureusement, on est en retard de 5 minutes. On referme cette séquence. Vous pourrez bien sûr la revoir en replay dès la semaine prochaine sur le site de l'événement. Pour l'heure, on se donne rendez-vous à 14 h, ici même dans la nef, pour une table ronde sur les stratégies touristiques. Dans la salle du réfectoire, toujours à 14 h, une table ronde sur l'attractivité des métiers du tourisme. C'est essentiel, comment leur redonner de l'attractivité. On a 1h10 pour une pause déjeuner bien méritée. Bon appétit à tous, à tout à l'heure.